Alors oui, on parle d'un Bénin vert, 41 ans déjà que le Bénin commémore chaque 1er juin la journée nationale de l'arbre, une initiative pour restaurer, on va le dire ainsi, le couvert végétal du pays. Mais au-delà du folklore qui veut que chaque 1er juin, tout le monde aille planter un arbre dans une démarche presque mécanique, qui sont les vrais héros du reboisement, qui sont vraiment les champions d'un Bénin plus vert et quel bilan peut-on faire après 41 ans? On s'imagine que l'initiative a mûri et que, évidemment, on peut commencer déjà par tirer les grandes leçons de cette campagne nationale de reboisement. Pour en parler, j'ai avec moi Alain Tochouan qui sera rejoint par William. Bonjour Alain. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous avez planté votre arbre encore une fois ce 1er juin? Non, pas encore, mais comme c'est la campagne, on a beaucoup de jours pour planter l'arbre. Les autres que vous avez mis en terre, c'est devenu quoi? Moi, je continue par recevoir des mangues à Cotonou parce que j'ai planté des manguiers à la maison. Ah oui. Oui, bien sûr. Et donc jusqu'à aujourd'hui, ça continue par produire des fruits. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, comme vous, il y a forcément plein de Béninois qui, chaque 1er juin, mettent en terre des plants. Malheureusement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que 41 ans après cette initiative qui veut que chaque 1er juin, on mette en terre des plants, est-ce que ça a permis véritablement de rendre plus, on va dire, de redorer le couvert végétal du Bénin? Oui, je crois qu'on est... D'abord, il faut saluer cette initiative qui a été prise très tôt, en 1985. Et donc, depuis lors, il faut dire qu'il y a eu il y a eu une évolution. Il y a une évolution parce qu'on est parti d'une journée qui est consacrée à l'arbre exclusivement, maintenant à une campagne qui se déroule sur un mois ou plus d'un mois. Donc, c'est pratiquement sur toute l'année. Donc, on a connu aussi un certain nombre de phases. Vous avez vu cette initiative 10 millions d'arbres. 10 millions d'arbres. Tout ça a contribué un peu à, je dirais, mobiliser davantage tous les citoyens. Aujourd'hui, on voit beaucoup le secteur privé également qui s'engage. Donc, si on doit faire le point, c'est qu'une évaluation a été faite et elle a montré, par exemple, qu'on a planté plus de 212 millions d'arbres en 37 ans. 212 millions. 212 millions d'arbres de plants en 37 ans. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, cette évaluation aussi a permis de comprendre qu'il y a, au début donc, de cette initiative, on a eu un problème de suivi et d'entretien des plants qu'on met en terre. Et je crois que les réflexions ont permis, donc, en termes également d'entretien, donc de mettre en place un certain nombre de stratégies, de dispositifs pour s'assurer qu'effectivement que ces plants qu'on met en terre donc, vont continuer à rester, mais également aussi en termes donc, de choix des espèces. On est passé à des espèces qui permettaient, qu'on pouvait couper et tout ça, à des espèces, je dirais, en voie d'extinction, donc de plus en plus, mais aussi à des espèces autochtones. Donc, on essaie, parce qu'on a constaté qu'il y a un certain nombre d'espèces qui veulent disparaître. Donc, il faut dire qu'effectivement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le rythme donc, de reboisement ne suit pas le rythme de dégradation. Vous savez, le Bénin perd chaque année 110 000 hectares donc de déforestation, en termes de déforestation. Mais est-ce qu'on arrive effectivement à à planter donc, cette superficie-là par an, donc, parce qu'il y a des facteurs, il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'aujourd'hui, donc, la déforestation, elle va à un rythme très accéléré, surtout au nord du Bénin. Alors, William, aujourd'hui, au-delà de la folklorisation, oui, tout le monde veut mettre en terre un plan, ça devient presque mécanique, et pour certains même, ça devient du greenwashing. On essaie de surfer sur un storytelling qui veut que telle entreprise est une entreprise verte parce qu'on a mis en terre 200 000 plans. On sait tous que c'est pas vrai, ou qu'on n'a jamais suivi ces plans, qui sont tous décédés au bout de quelques jours. Bref, au-delà de la folklorisation, qui sont réellement, moi j'ai envie de savoir, les héros du reboisement au Bénin. Ce sont les forestiers, ce sont on va dire les associations qui sont les héros du reboisement.
Je ne vais pas nommer un seul héros en ce qui concerne le reboisement dans notre pays parce que les choses évoluent entre-temps. Vous savez, au départ de cette initiative de 85 Journées de l'Arbre, c'était beaucoup plus l'État seul qui menait cette action de mise en terre de plans. Mais avec le temps, la société civile aussi s'y est mise fortement. Je veux parler des ONG. Donc, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'ONG qui font beaucoup dans cette action de reboisement, de repeuplement de notre couvert végétal. Donc, je suis tenté de nommer plusieurs héros dans cette action de repeuplement et les eaux, forêts et chasses et aussi la société civile, les ONG, surtout spécialement dans la question de l'environnement, qui font quand même beaucoup dans ce sens. Il y a aussi des personnes, des individus qui ont pris conscience de ce que notre environnement change chaque jour et ils se disent, mais si on ne met pas assez d'arbres en terre, assez de plants en terre, on pourrait se créer d'autres problèmes dans les années à venir. Vous savez, aujourd'hui, on parle de changement climatique, la chaleur est intense. Actuellement, nous sommes en saison pluvieuse, mais on ne sent pas du tout qu'il pleut. Donc, il y a ces gens qui, seuls, prennent l'initiative spontanément de mettre en terre des plants. Ils ont des espaces et tu les vois, ils ont, par exemple, les gens qui ont des maisons, vous entrez, c'est de forêt. C'est une véritable forêt. Donc, sans tambour ni trompette, ils mènent des actions écolo. Donc, il y a tellement de héros qui mènent ces actions de repeuplement. On ne peut pas les nommer tous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de montrer aux gens que mettre en terre un plan, l'entretenir pour que cela pousse, grandisse, pourquoi pas mettre en terre un fruitier qui va donner quelque chose à la communauté, c'est mener une action, une grande action de sauvegarde de notre environnement. C'est de montrer aux gens que la seule solution aujourd'hui contre les changements climatiques, contre ce que nous avons comme mot qui touche notre environnement, c'est la mise en terre des plants, de les entretenir. Vous n'avez pas, par exemple, des sociétés qui parfois donnent des statistiques. J'ai mis en tête 200 000 plants, 100 000 plants, 50 000 plants. C'est de voir comment est-ce qu'on entretient. Et on sait tous que c'est pour le bilan de la RSE. Exactement, c'est de voir comment est-ce que cela... C'est quand même bénéfique pour, c'est quand même bénéfique pour le climat, pour il faut bien que la RSE ou le RSE puisse justifier de quelque chose. Moi, j'aurais voulu que toutes les entreprises, toutes les administrations de notre pays se disent, OK, j'achète un domaine ou bien au niveau de l'administration, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on terrasse tout, il n'y a pas d'espace pour mettre en terre. Au moins on peut aller acheter des domaines. Ou choisir quelqu'un, on dit voilà, vous par exemple vous avez un champ, on choisit cette année de venir dans votre champ, mettre en terre des plants et nous sommes prêts à suivre cela jusqu'à ce que cela atteigne un niveau. Et là, chacun aura joué sa partition pour le développement du couvert végétal. Alors, moi, je pense que pour répondre à votre question, c'est vrai, il a cité, il y a beaucoup de héros qu'on doit citer, mais je pense que les vrais champions, ce sont les communautés locales. Pourquoi je le dis? Parce que si aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas un pays, grand pays de forêt, mais nous avons, si on a pu conserver certaines forêts, comme les forêts sacrées, c'est grâce aux communautés locales. Et donc, il faut leur rendre hommage parce que, à cause de ces communautés locales, nous avons encore un certain nombre donc, de forêts qui continuent encore à être là. Parce que si vous prenez les forêts classées, où l'État a la responsabilité donc, de les entretenir, de les sauvegarder, mais le bilan, il n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon par rapport aux forêts classées. Mais par rapport aux forêts sacrées, le bilan est quand même bon. Pourtant, le Bénin, c'est l'un des pays pionniers en matière de cogestion des forêts. Il faut le dire, dans la sous-région, on a très tôt compris, et même par rapport à ces forêts sacrées, c'est la cogestion. Puisque quand on a responsabilisé les communautés locales, on a vu le résultat. Aujourd'hui, vous allez à les différentes forêts où on amène les gens voir et tout, la plupart sont des forêts sacrées. Parce qu'on a pu conserver et avec toute la biodiversité. Donc, je pense que les premiers champions, les personnes qu'il faut saluer, c'est les communautés locales. Et je crois ça ou la voie en termes de qu'est-ce qu'on fait en termes de durabilité, de la sauvegarde de nos forêts, de tout ce qu'on a comme couvert végétal, c'est de confier davantage, de responsabiliser les communautés locales. Parce qu'on a vu, quand on responsabilise, quand c'est l'État qui est responsable et tout, bon voilà, on connaît un peu le bilan. Aujourd'hui, quand on prend l'état des forêts sacrées, des forêts classées, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? L'agriculture extensive fait qu'on agresse pour faire le champ. Ensuite, vous avez le bois d'œuvre que les gens recherchent, ils vont, ils coupent. Et puis finalement, vous voyez, c'est à l'entrée, vous voyez quelques arbres, mais quand vous allez à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, j'ai été quelques années, j'ai été scandalisé quand je suis retourné au village à Binimao chez moi. Mais quand on allait au champ, on avait même peur parce qu'il y avait tellement le couvert végétal, on avait peur. Parce que c'était ombragé et puis bon, voilà. Mais tout est parti pratiquement. Le jour-là, j'ai failli pleurer. Je me suis dit, mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a tout détruit. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir aux bonnes pratiques, responsabiliser les communautés locales et se dire, et mettre en place, donc quand je dis que le Bénin a été un pays pionnier, c'est que même par rapport aux taxes qu'on prélève, on donne une partie aux communautés locales et ça sert à entretenir. Parce qu'il faut que les gens aient un intérêt pour s'engager davantage. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que effectivement ces communautés locales soient davantage sensibilisées. Et même les paysans. Vous voyez, aujourd'hui, dans votre champ, vous n'avez pas le droit, s'il y a une carité, de le détruire. Mais tout ça, aujourd'hui, on détruit. Vous avez des champs où il n'y a plus aucun arbre. Au moins, on les sauvegardait. Le karité, le néré, tout ça, on sauvegardait. Mais tout est parti. Donc, je pense qu'il faut revenir aux bonnes pratiques, responsabiliser davantage les collectivités et, comment on appelle, les communautés locales, les chefs traditionnels que nous avons encore. Il faut leur confier donc cette responsabilité-là pour que nous puissions encore sauvegarder ce que nous avons. Parce que le rythme de dégradation, il est. On a fait l'évaluation qui montre que, par exemple, 1,4%, on perd 1,4% de couvert végétal par an, de forêt par an. Mais si on continue à ce rythme-là, c'est qu'on va arriver un jour où finalement, on ne pourra même pas montrer une forêt à chose-là. En dehors des réserves que nous avons, qui sont bien entretenues et autres, et il faut saluer tous les efforts qui sont faits, le parc Pandjari, autour du parc W. Au moins, ça permet effectivement donc d'avoir une biodiversité. Mais au-delà, en dehors des forêts sacrées, ce qui reste, et il faut absolument que la politique publique que nous avons aujourd'hui fasse en sorte que, par rapport aux forêts classées, qu'effectivement on fasse le point et qu'on voit comment on peut encore sauver la face. Alors, j'avais un exemple à citer, c'est Peter. Je expatrié, exactement. C'est vrai que je n'arrive pas à prononcer le nom. ce Béninois suisse qui a acheté au départ des parcelles vides, dégarnies à Drabobo. Et aujourd'hui, il y a une forêt de 14 hectares. Vous imaginez, c'est des initiatives comme ça que j'aurais voulu. Pourquoi pas nous, compatriotes, nous Béninois de souche, pourquoi pas ne pas prendre ces genres d'exemples et le faire, avoir des domaines, mettre en terre assez de plans dessus. L'autre chose que je vais demander, c'est qu'on arrive à territorialiser cette célébration du 1er juin. Si on confie désormais aux communes, aux collectivités territoriales, cette action de peuplement, je crois peut-être que ça va faire bouger un peu. Parce que souvent, quand on dit 1er juin, on voit ça au sommet de l'État. L'État s'organise. On voit aussi les préfets qui se déplacent pour aller mettre en terre des plans avec les maires et autres. Et puis après le lendemain, plus rien. Alors si on arrivait à territorialiser cette action comme on l'a fait pour les ATDA, on sent que voilà, vous, dans cette commune, c'est telle espèce, essence qu'on va mettre en terre et on se donne des challenges quoi. Dans 5 ans, dans 10 ans, comment on verra cet espace? Je suis sûr que dans chaque commune, on aura des poumons verts. Aujourd'hui, vous êtes dans des communes autrefois bien vertes, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il a donné l'exemple de Béni, chez lui à Béni. Béni Maro. Mais pour moi, c'est inimaginable qu'on arrive. Oui, mais que ces zones autrefois bien boisées, où pour entrer, vous avez peur, mais aujourd'hui, c'est clairsemé. Il n'y a plus rien. Et avec la chaleur que nous avons aujourd'hui, elle devient plus intense. Mais quelle terre nous laissons à nos enfants? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on dit on va tout couper, tout gâter et laisser quel espace à nos enfants? Je me dis, il faut qu'on réfléchisse à tout ceci. Alors, messieurs, intéressons-nous quand même un peu à l'état actuel de la ville métropole de notre pays, Cotonou. On estime que Cotonou n'est pas suffisamment boisé, et ça se voit. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, notamment par les pouvoirs publics ou avec le programme asphaltage. Il y a un pont qui est donc qui s'intéresse au reboisement, où on délimite des espaces pour pouvoir mettre en terre des plans qui finalement arrivent quand même à verdir nos artères. J'ai vu dernièrement sur le boulevard de la Marina, notamment sur la route des pêches, des plans qui sont en train d'être mis en terre et qui ont déjà même commencé par pousser. Oui. Et donc, on se demande comment est-ce qu'on en est arrivé à un Cotonou pas si vert que ça finalement. Vous savez, quand on a de beaux jardins, on a de la belle verdure. Vous savez, quand on prend la ville de Cotonou, il y a des quartiers qui avaient des noms emblématiques qui sont encore là. On dit pas de Bégamin, à Tikamé. Mais alors, pourquoi ne pas revenir à cette... Peut-être que moi, c'était pas encore né, mais pourquoi ne pas faire de telle sorte, même si on a aujourd'hui... Restaurer cela. Il faut restaurer. Pour que ces
quartiers-là gardent leur nom, leur vraiment vraie identité. Donc, pour moi, c'est un défi normal pour les populations d'en arriver à cela. Aujourd'hui, vous l'avez dit, quand on voit nos acteurs à Cotonou, on sent quand même qu'il y a une certaine action de repeuplement qui a été faite au niveau de nos voies. Mais pour moi, ça me réjouit de voir que l'État a pris conscience, s'est dit, mais nos voies doivent être verdies. Et puis, on sent quand même une certaine beauté quand vous sortez. Pour moi, c'est intéressant. Le problème maintenant, c'est que quand un arbre est devant votre portail, ça ne coûte rien chaque matin de sortir avec un seau d'eau, d'arroser cela. Ça ne coûte rien du tout. Donc, pour moi, chacun doit jouer sa part. Même si le truc est à 100 mètres de votre maison, prendre de l'eau, arroser. Pour moi, c'est bénéfique. Pour moi, c'est vrai, au-delà de l'embellissement de la ville, il y a une urgence à planter les arbres. Donc, ce n'est pas la même chose. Absolument. Ce n'est pas la même chose. Je crois qu'il y a eu, le PNUD avait accompagné un certain nombre de communes pour verdir leur plan de développement communal. Verdir, ça veut dire que tout ce que l'action publique au niveau local, au niveau des communes, c'est qu'on devrait sauvegarder l'environnement. L'environnement ne doit pas être, et c'est pour ça que je dis, moi je prêche pour qu'on sorte de l'approche sectorielle. La question de la sauvegarde de l'environnement ne doit pas être l'apanage du ministère du cadre de vie, des agents d'eau et forêt, mais ça doit être l'affaire de tout le monde. Ça doit être l'affaire de tout le monde. On ne peut pas concevoir qu'on ait des écoles aujourd'hui, il n'y a pas d'arbres. Mais comment on fait le cours aux enfants sans leur montrer l'arbre? Avant, on vous sortait de la classe pour montrer l'arbre et faire le cours. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'arbres dans les écoles. C'est quoi, on parlait de la science d'observation. Mais science d'observation. Mais comment on fait l'observation s'il n'y a pas l'arbre? Donc je pense qu'il faut, c'est vrai, ce que le gouvernement fait est merveilleux en termes d'embellissement, on met des plans, mais et les autres villes? Il faut, et nous avons des villes emblématiques en termes, vous allez à Lokossa, vous êtes souvent impressionné, parce qu'il y a le couvert végétal et tout, mais et les autres villes? Donc je crois qu'il faut, comme il a dit, territorialiser. Il faut responsabiliser les collectivités territoriales. Et que la question ne doit plus être l'affaire seulement du ministère du cadre de vie. Et l'autre, comment vous pouvez faire le tourisme si vous n'avez pas des arbres? Donc je crois que tout ça, on doit se dire comment on fait pour amener tous les secteurs. Tous les secteurs. Vous prenez un bus, vous voulez vous arrêter quelque part. Si vous n'avez pas l'arbre, si vous n'avez pas l'ombre, vous faites comment? Dans les gares routières, il faut des arbres. Un peu partout dans les écoles, dans les centres de santé, il faut l'arbre. Et donc, et même à la maison, et c'est là où il faut responsabiliser aussi le citoyen. L'engagement citoyen, il est encore faible. Les gens, ils coupent les arbres comme ils veulent. À partir du moment où tu mets un arbre devant ta maison, ça devient un patrimoine commun. Tu ne peux plus te permettre d'aller couper ce arbre-là et de partir. Et il faut, comme il le dit, il faut lancer un défi à toutes les communes. Il y avait, au temps du ministre Luc Yankadia, que je salue, il y avait ce concours où on mettait, bon, je crois que ça a continué. Ça continue, aussi, seulement que oui, avec, ils le font avec le FUNEC. Oui, mais ça doit être durable. Le problème, c'est qu'on a des initiatives qui sont, voilà, ponctuelles et tout, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit mettre en compétition les communes. Les communes qui ont déjà cette forte identité d'être des communes vertes, comme Basila, comme Lokossa et autres, qui ont vraiment des superficies. Donc, il faut faire. Maintenant, autour de Cotonou, puisque Cotonou fait partie des rares capitales où, au cœur de la ville, vous n'avez pas de forêt. Vous allez au Sénégal, vous pouvez aller à Anne, vous allez voir, vous allez à Ouagadougou, même au Niger, à Niamey, vous avez ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer une chaîne autour de la ville de Cotonou. Nous avons déjà Paou qui est là, mais après, vers Alada, il faut créer. Il faut créer. Les forêts, on peut créer des forêts. Donc, je pense que c'est important de se donner ce défi-là pour dire, bon, ok, on va ceinturer la ville de Cotonou avec un certain nombre de... On a commencé, on peut avoir Assemen-Kodji. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait là. Donc, faire en sorte qu'autour de la ville de Cotonou, pour que nous puissions bénéficier de la qualité de l'air ici à Cotonou, si on ne peut plus avoir de l'espace, parce que vous allez avoir de l'espace ici, en dehors de la route des pêches, où on a les cocotiers qu'on a plantés et autres, vous n'avez plus d'espace pour planter. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'aux abords des voies, au moins, que ces quartiers-là, qui avaient cette identité-là, réputation, qu'on essaie de voir comment on va restaurer ça pour que nous puissions respirer de l'air pur au sein de la ville de Cotonou. Et aussi pour que l'odeur des forêts ne tombe pas dans l'oubli. C'est vrai, bien sûr. Très bonne odeur. Alors, rapidement. Oui, très rapidement. En fait, j'ai échangé hier avec une dame. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, dans notre pays, on parle de tourisme. Et que les Blancs ont déjà tout le béton. Ils ont ça chez eux. Ils ne veulent pas voir le béton. Ils veulent voir autre chose. Et là, dans l'exemple, par exemple, du Guadeloupe, il dit, par exemple, les gens quittent la métropole. Il y a au moins 7 avions qui quittent la métropole par jour
pour aller en Guadeloupe parce qu'ils veulent voir la nature. Alors, Et nous aussi- profiter, et profiter de la nature. qualité de l'air. Nous aussi, on peut le faire ici. Absolument. Voilà, donc on a tellement d'opportunités à saisir. Voilà, c'est à nous d'aller maintenant au fond. Merci pour vos réflexions. On ne peut plus éclairer. Franchement, c'est toujours un plaisir de vous écouter.